Et on est vraiment au croisement de tous les terroirs. Le Saumur, Tuffeau, le schiste, l'Anjou. Vous avez cette pierre qui est ici, là, qui s'appelle la pierre de Grison, qui est de Douai-la-Fontaine. Les coquillages ont été piégés et qui sont restés et qui ont formé une couche. Voilà. Le Saumur, c'est une butte, on creuse. Et si vous allez à Douai, vous verrez, c'est des cathédrales. Et eux, ils ont creusé la terre et après ils sont descendus. Donc les ouvertures étaient par le haut. Argenton-les-Vallées, donc là on est sur des granites, même un peu avant, hein. On est sur des granites. Donc là sur les restes du massif armoricain qui termine dans le milieu des Deux-Sèvres. Et de l'autre côté vous avez Thouars qui est sur des calcaires, toujours des calcaires comme ça mais durs. Donc on est vraiment au croisement de tous les terroirs ici. Après c'est la province d'Anjou à la base, puis après on est passé dans le Poitou. Parce qu'ils ont changé les frontières. Si on part d'arrière, vous faites 1 km et 1 km derrière, vous êtes dans le Maine-et-Loire. Après, toutes les vignes que j'ai sont de ce côté-là, donc dans les Deux-Sèvres. Et c'est courant ici de trouver des vignerons qui ont des vignes et dans le Maine-et-Loire et dans les Deux-Sèvres. Et après, on choisit, soit on fait que de l'Anjou, soit on fait que du Saumur. Ça, c'est un choix après. Soit on fait Anjou ou Saumur. Tout ce qui est architecture, c'est pareil. Vous allez sur Montreuil-Bellay ou le Puy Notre-Dame. Il n'y a plus de tuiles, à part sur les bâtiments d'exploitation. Autrement, toutes les maisons, c'est que des ardoises. Si vous survolez Montreuil-Bellay, c'est noir. Et là, ici, on est en zone franche. Donc vous aurez des maisons avec des ardoises, d'autres avec des tuiles. Vous avez vraiment un peu de tout. Historiquement, il y a 4 générations de connus ici. Moi compris. Hein. Moi compris. Donc ça a commencé avec céréales, élevage, vignes. Après, mon grand-père a fait que non, il a fait les vaches aussi. Mon père a fait céréales, vignes et moi je fais que vignes. Depuis 1992, depuis que je suis installé. Et on a grossi en vignes. Mon père avait 13 hectares, on est passé à 26 hectares. La première maison qui a été construite, c'est celle-ci qui est là. C'était une maison, ça. Donc 1650. Là, ça a été construit en 1660. Donc on est légèrement plus haut. Et ils ont construit au cul du bâtiment un four à pain qui existe toujours. Hein. Mais il fonctionne. Hein, on fait marcher de temps en temps. 1789, la partie là-bas. Donc plus Révolution française. Et là, 1870. Et après, la maison là-bas, 1979. Donc oui, bouiller-loré, ça veut dire bois en vieux français. Et l'oré des bois. L'oré, vous avez remarqué, il y a un Z. À la base, c'est pas un Z. Il y a une brique qui en atteste ici, qui est assez vieille. Et Bouiller-l'Oré, c'est avec un S. Parce qu'en fin de compte, le nord de Bouiller, c'est que des bois. En fin de compte. Des bois de pierre levée, voilà, c'est que des bois. Il y a beaucoup de bois. Et il y avait des mines de fer. Pour ça que l'habit de Ferrière, il y avait des mines de fer dans les bois. Bouiller-l'Oré, c'est l'oré des bois. Bon, après le Z, c'est quand l'administration est arrivée. Les lettres en plomb, si on a bu un peu trop, le S et le Z, on peut les. Ou si on est dyslexique, voilà. Et du coup, une fois que ça a été inscrit, et comme beaucoup de communes, hein, si vous avez des Z, en général, vous pouvez les enlever, à part en Alsace, les Z, vous pouvez les enlever et les remplacer par des S. Sur Bouiller-l'Oré, donc c'est l'abbaye de Ferrière qui fait la plus vieille civilisation qui était sur l'endroit. Et donc, il y avait des moines et ils faisaient du fer, des verres à soie, du bois, bien sûr, et de la vigne. Il y avait de la vigne déjà avant 900. Donc là, il y a 26 hectares, chardonnay en blanc, chardonnay, sauvignon blanc, chenin. Et après en rouge, gamay, gros lot, cabernet franc, cabernet sauvignon. Alors la grosse partie, c'est le cabernet franc. Il y en a 16 hectares sur 26, donc après partagez le reste avec les 6 qui restent. Sachant que le Cabernet Sauvignon, il y en a 3 hectares, le Gamay, il y a une grosse partie, il y a des cépages qui sont vraiment minimes. Et donc en Anjou, les 2 cépages de l'Anjou, c'est le gros lot et le chenin. Et c'est des cépages d'avenir parce qu'ils sont en train de même les planter dans le sud de la France. En plus le gros lot, ça, y a pas de, c'est jamais malade. Il y a qu'un inconvénient, c'est que ça se tient pas. Mais c'est jamais malade, c'est très facile à tailler. Ça gèle, ça repart. Oui, c'est de la folie. C'est un super cépage. Ouais, puis c'est bon. Ceux qui veulent lancer à l'heure actuelle partout en France, il va faire un carton. Et il faut se dire que le rouge, c'est pas la grosse vente de l'Anjou. Il se fait plein de rouge en Anjou, en petite quantité en fait. Après nous c'est les rosés. Cette année j'ai fait mieux en rosé de Loire qu'en Cabernet. Même les Saumur Champigny ils se mettent à faire du rosé. On associe en fait entre le Saumur et l'Anjou, on dit toujours Anjou-Saumur, comme ça on fait plus fort ensemble. Le Saumur est un peu plus petit que l'Anjou, le Saumur Champigny est quasiment compté dedans. Et c'est pour ça qu'on fait nous du Saumur en bulle. On s'est donné des autorisations de faire les cépages des appellations des autres. Eux ils font du Cabernet d'Anjou et nous on fait du Saumur en bulle, qu'on goûtera tout à l'heure. L'exploitation, logiquement, doit être reprise par Lucie. Et donc dans 3 ans, j'arrête. Ouais. On lui fourgue le bébé. Non, moi je commence à avoir un peu le bout et puis j'ai envie de faire autre chose. Quand j'ai commencé il y a très longtemps, il n'y avait pas toute l'administratif, les normes et tout le merdier. On a des cahiers des charges aussi importants que Michelin quasiment. Donc, après les traitements, moi je suis pas un fan de traitement, donc j'ai fait un traitement cette année. L'année dernière j'en ai fait 3, mais en général je suis un peu au-dessous des autres. Et puis après beaucoup de manuels, quoi. Faut se mettre au pied de l'huile de la souche et puis il faut y aller, quoi. Donc, quoi qu'en sécateur on a quand même de l'électrique, hein, c'est quand même important. C'est un confort, voilà, c'est plus un confort. Quand tu dois déraquer là, les qui sont grosses comme ça. Un truc tout bête, mais on tient plus de manche. Dans le temps, on charge à la fourche, à la hotte. Non mais on se rend pas compte, mais tout a changé. Hein.
Alors là, je vais vous expliquer comment ça se passe pour la vendange. Donc les remorques de vendange, elles reculent ici là. Donc on vide la remorque dans le conflit de réception qui est en V. Et donc là, ouais, t'as la vis sans fin qui amène ici, donc là, dans le trou là qui est là. Et donc ce tapis roulant qui est ici là. Donc lui, la gueule là-bas est dessous. Donc le tapis roulant lui remonte là, à hauteur à peu près. Donc la gueule du tapis roulant qui vient ici. Ça tombe dedans. Dedans, vous avez un tambour. Et dedans, il y a un hérisson qui est dans le tambour. Il lui tourne au-dessus. Ici tombent les rafles, la structure de la grappe. Et ici, dessous ce carré, tombe le raisin. Avec la pulpe, les pépins, tout ça. Donc là, vous avez la pompe à raisin qui est enquillée dessous. Donc là, ça tombe ici. Et ça part par gros tuyau. Et donc, on branche ici et on branche sur le tuyau qui est du pressoir. Et donc, la vendange grimpe dans le pressoir. Après, c'est le compresseur qui prend le relais, et puis après c'est les programmes en fonction des blancs et des rosés. En gros, on va de 1 heure de pressé à 2 heures. Non, sur ceux-là, ça va très vite. En général, c'est 1h30. Ça dépend des années. Et puis ça dépend de ce qu'on fait. Là, par exemple, sur les rouges, qu'on va décuver la semaine prochaine, là, ça va super vite. Et donc ça part par tuyau après en cuve. Donc ça c'est pour les blancs et les rosés. Après pour les rouges, on change de tuyau et on monte dans les cuves qui sont là-bas. Donc là c'est du blanc là qui est en train de terminer la fermentation. Là ça va être pour faire du vin de base en saumur. Je te laisse monter. Celles-ci elles sont pleines de raisin, celle-ci. Là c'est vraiment en macération. Si t'écoutes bien, c'est comme si ça bouillait. En fin de compte, moi ce que je cherche c'est que le marc soit pas au-dessus du jus. Le but du jeu c'est d'amener le jus au vin pour que vraiment ça soit dedans. C'est là où tu as les meilleurs parfums. Ça fait 3 semaines que c'est en macération. Ces raisins je les ramasse en même temps que le gamay, 2 semaines avant. Je presse, je mets dans une petite cuve, je laisse faire, il commence sa fermentation. Et là quand je rentre mes rouges après, je remplis la cuve et quand elle est pleine, j'envoie tout de suite dessus. Du coup, il n'y a aucun soufre dedans là. Je sulfite pas puisque tout part enfin le pied de cuve est énorme, il y en a 10 hectos. C'est la cuve qui est en bas, qui rentre dedans. Du coup ça va très très vite. Je vais vous faire goûter, vous allez voir. Je peux y aller? Par contre, ça reste brut, hein, c'est pas fini. Mais pourtant, ça fermente. Mais non, mais après, non, là, Par contre, t'as un côté peau de raisin un peu à la fin. Et il y a des problèmes de fermentation avec les petits moments. Oui. T'as l'impression d'avoir mangé un fruit à la fin. C'est pas mal. T'as vu, il y a le trac, hein? Ah ouais, ça m'impressionne. D'accord. En fin de compte, pour l'alcool, avant les vendanges, on fait des prélèvements de 300 grains par parcelle, 100, ça dépend. Et donc on le presse et on met une goutte sur le prisme qui est là. Ça s'appelle un réfractomètre. En physique, si on veut éclairer une statue dans une fontaine, si on les met direct sur la statue, ça va pas marcher si les spots sont dans l'eau. Parce qu'il y a une réfraction dans le liquide en fin de compte. Donc on considère que la réfraction de l'eau, c'est 0, et on considère que le vin c'est du sucre et de l'eau, donc la réfraction, plus il y a de sucre, plus la réfraction va être importante. On règle juste au départ, on met à 0, et après on met une goutte dessus de jus de raisin, on regarde, et dedans ça vous donne le degré probable. À 0,2 près, on est plutôt juste. De combien de degrés potentiels tu dis je vais vendanger? Alors il n'y a pas que le degré, il y a aussi l'acidité. Le degré monte, l'acidité descend, et il y a un point de convergence qu'on dit le point d'indice de maturité, mais il y a des fois ça peut être décalé. Après le 12, 12,5, ça sert à rien avec nous. Si vous voulez regarder dedans, donc vous allez voir, il y a la graduation. Donc, en fonction de ton jus de raisin, après on passe sur le deuxième procédé pour savoir, c'est la densité. La densité de l'eau c'est 0, enfin 1000. Et on considère que le jus de raisin c'est pareil de l'eau et du sucre. Donc la densité est beaucoup plus importante. Plus il sera dense, plus il va remonter, moins il sera dense, plus il va descendre. Le vin après c'est de l'eau et de l'alcool. Et l'alcool a une densité de 0,8, l'eau de 1. Donc il va être compris entre 800 et 1000. Donc là ce matin t'es à 998, c'est-à-dire qu'il faut que je remonte de deux petites barres. Il faut prendre la virgule qui est en haut, donc on est à peu près à 1003 de densité, plus 2, ça fait 1005. Je pourrais muter, puis je peux attendre cet après-midi pour le muter à 1004. Et si on prend le rouge de tout à l'heure, lui à l'heure actuelle il est à 994, un truc comme ça. Le dernier c'est quand c'est complètement fermenté, on le fait par distillation, c'est-à-dire qu'on distille un volume. On sait que l'alcool pur c'est bout à 78 degrés 4 et l'eau à 100. En fonction de la température d'ébullition, et ben on sait exactement à combien il est. Quand vous faites œnologie, c'est beaucoup de chimie, beaucoup de physique, hein, attention. J'en ai mangé pas mal. Vous voyez, puis entre deux cuves, il y a vraiment deux couleurs différentes. Hein. Donc là je mets dedans, hop, 1008, donc il a 1010. Plus c'est pareil, il sera muté. Ou pas, après vous avez les roses de Loire qui vont au bout, les sauvignons, les chardonnays. Là c'est pour les analyses d'acidité. En fin de compte, on neutralise l'acidité du vin avec de la soude, avec une base qui est coloriée parce que ça fait joli et puis en même temps ça permet de voir le point où ça bascule, c'est-à-dire la neutralité. Donc il faut tant de soude, base, pour neutraliser tant d'acidité vin. Quand on arrive au milieu, c'est rose, puis ça devient bleu quand c'est neutralisé. Donc là on arrête et on lit la descente et on sait combien d'acidité. J'ai une cave au Puy Notre-Dame, donc là à 3 km d'ici là c'est une cave d'extraction. Et donc là c'est une cave qui fait
3 km de long. Au plus profond, on est à 60 mètres sous terre. 3 km mais que de galeries. Hein. J'arrive encore à me baumer dedans. Moi, on va avancer là-bas. Là, ici, il n'y avait que des barriques, des tonnes, donc des 600 litres en bas, 225 litres premier étage et 225 litres deuxième étage. Et là, il y avait le pressoir. Là c'était la seule partie bétonnée, ça c'était de la terre battue. Donc les remorques, on les reculait là, on les rechargeait, on rechargeait le pressoir à la peau et après on pressait. On met les bouteilles ici, elles avancent. Là, vous avez les capsules. Les capsules sont mises, elles sont étiquetées à ce niveau-là. Ça vient presser la bouteille et après mise en carton et mise en tas. Allez, merci. Mais de rien, avec plaisir. C'est un bouquet de verre là, comme ça. Allez, chill à tout le monde. Merci encore. Santé. Merci pour l'accueil. C'est bien filmé comme ça. Quand il fait un peu chaud, le gras il fond. C'est comme du beurre. Et là, ça c'est du goût. Les bulles en général, quand ils mettent la liqueur d'expédition, ils conservent 2 mois pour laisser stabiliser le bar et après ils envoient. C'est vrai qu'une bouteille sortie de 2 mois après la liqueur d'expédition, elle peut paraître un peu, tu vois, elle peut paraître un petit peu vif. Là, quand même une médaille d'oratoire, ça fait son effet quand même. C'est toujours à peu près les mêmes goûteurs. Hein. En joue rouge, en joue village, c'est la place privilégiée. Tout le monde n'a pas accès à cette table-là. Les vieux choisissent leur table. Ils ont toujours la mémoire de ce qu'ils ont. D'abord, ce qu'ils ont acheté. Hein. En gros, tu regardes les médailles, à part moi l'année dernière, c'est à peu près toujours les mêmes gens qui les ont. Qui cherchent du monde pour déguster. Faut mélanger tout le monde. Surtout que c'est que des vieux. Maintenant, c'est les jeunes qui boivent. Ça bien que ce soit leur goût qui soit produit. Regarde, c'est pas les mêmes attentes de consommation, tu sais. Dans exactement. C'était très les Bordeaux, les vins très tanniques, voilà. Et maintenant, les jeunes, tu fous censé être trop tannique, c'est. Ou trop d'alcool, c'est pas bon. Et ce que je trouve stupide, c'est qu'ils ont mis que des femmes pour goûter les liquoreux. Oui, alors qu'ils devraient mettre mélanger encore. Il faut tout mélanger. Il faut leur dire. 2 femmes, une jeune, une un peu plus âgée. Pareil en homme, comme ça là t'as vraiment un peu de la mixité de tous les âges. Autant quand elles sont jeunes, elles sont plus sur du liquoreux. Tu le remarques hein, dans les dégustations, elles sont plus sur du sucré. Et après, plus tu vieillis, plus on part sur des blancs secs. On est les palais sont plus amenés sur les blancs secs et des vins plus structurés en rouge aussi. C'était très pro, tu vois, genre. Même là, tu vois, genre, je trouve que c'était ouvert même à des gens qui connaissent pas vraiment le vin. T'avais quand même des explications qui étaient claires, je pense, très pédagogiques. Balotérine. Cool. Moi, je vais chercher le fromage. Ça sent la vache. Ici c'est pas mal. Ça brûle pas trop en fait. On prend avec l'alcool parce qu'on est en train de déguster des bons vins et on bascule sur la menthe plastique qui est un truc uniquement pour se prendre des cuites. C'est pour se laver les dents en fin de soirée.